Donc bientôt le top départ sur une table ronde qui s'intitule « Des mathématiques aux sciences politiques, la démocratie représentative en question ». Donc, eh bien, messieurs, nous allons commencer. Donc, alors, on va ouvrir cette table ronde, des mathématiques aux sciences politiques, la démocratie représentative en question. Alors, comme je le disais à l'instant, nous sommes en plein dans l'actualité, donc dans cette période électorale. Donc, on voit des chiffres, des pourcentages, des candidats qui arrivent premiers, puis qui après sont seconds. Ça serait bien d'éclaircir un petit peu tout ça. Effectivement, en novembre 2016, Donald Trump avait moins de voix que sa concurrente, et malgré tout, il a été élu président des États-Unis. Donc, c'est un modèle particulier. Emmanuel Macron, au premier tour des élections présidentielles, a obtenu 26% des voix. Et au final, c'est lui qui a été élu président de la République. Donc, tout ça, on va décortiquer un petit peu, ça veut dire quoi, ce mode de scrutin, quelle influence ça a. Est-ce que ça a vraiment un impact sur les résultats obtenus, la façon dont on comptabilise les votes et la façon dont on les collecte, dont on demande la parole des citoyens? Quelle est donc la spécificité de notre modèle, le modèle français? Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats si on appliquait un autre mode de scrutin? Et qu'est-ce qui est appliqué dans les autres pays? Et quels seraient les modèles idéaux, si autant il y en a un? Est-ce qu'il en existe un? Voilà, donc toute la question de quel mode de scrutin pour un bon fonctionnement de nos démocraties. Alors pour ceci, nous avons le plaisir d'avoir deux regards différents. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Aubin, qui est enseignant-chercheur en statistique à ma droite et qui a bien mis son petit t-shirt Université de Lyon. Donc ce monsieur... Eh bien, c'est un fondu de médiation scientifique parce que j'ai dû aller le chercher sur son stand de la Maison des maths et de l'informatique. Donc, la médiation scientifique, c'est vraiment dans votre ADN, si j'ose dire. Vous êtes directeur de la Maison des maths et des mathématiques et de l'informatique qui se trouve à l'ENS dans le 7e. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Roland, qui est maître de conférences en statistique et informatique à l'INSA, donc à l'ERIC. Alors, voyez, là, on est dans les catégories universitaires et qui sont très importantes. C'est Samuel qui m'a induite en erreur, donc il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste est à l'INSA et Antoine Roland est à Lyon 2, Université Lyon 2. Mais en fait, ils travaillent ensemble. Ils ont la preuve et en plus, ils ont l'habitude de faire des conférences grand public ensemble. Donc voilà, il y a des ancrages institutionnels. Mais pour le grand public, tout ça, c'est voilà, c'est avant tout statistique, mathématiques, informatique. Et puis enfin, nous aurons un regard plus de sciences politiques avec Raoul Mani-Berton, qui est du laboratoire interdisciplinaire d'études politiques publiques. Donc là, on pourra avoir une mise à distance un petit peu de tous ces modes de scrutin. Donc de ce pas, je vais céder la parole à Jean-Baptiste Aubin, qui va nous dire qu'est-ce qu'un mathématicien a à voir avec les élections. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme l'a dit Florence, en effet, de formation, je suis mathématicien et plus précisément statisticien. Et donc, a priori, je n'avais pas forcément beaucoup de raisons de m'intéresser à ces problèmes d'élection qui sont quand même relativement hors du champ de mes études, en fait, de ma formation. Et il s'est trouvé que lors de mes recherches, et alors pour vous les expliquer en deux mots, mais je n'irai pas très loin là-dedans, simplement, mes recherches en tant que statisticien, c'est d'essayer d'analyser des données. D'accord. Et donc, une de mes recherches, à un moment donné, ça a été d'essayer de généraliser la notion de moyenne lorsque vous n'êtes plus seulement dans une dimension, mais lorsque vous êtes dans 2 ou 3 dimensions. Donc, vous disposez d'un nuage de points. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Une moyenne, c'est peut-être une valeur qui va être le plus au milieu du nuage de points possible. En une dimension, vous vous en rendez compte. Quand vous avez des notes, vous essayez de faire votre moyenne, ça va être la note qui va être le plus au milieu de toutes vos autres notes. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque vous dépassez cette première dimension, vous êtes en plusieurs dimensions, eh bien, trouver le milieu du nuage, ce n'est pas forcément aussi simple qu'il n'y paraît. Et alors, pourquoi ça m'a amené à m'intéresser au mode de scrutin? C'est parce que, simplement, lorsque vous imaginez que vous ne votez plus pour quelqu'un, mais que vous donnez une note au candidat,
eh bien, chaque votant va être représenté par les notes qu'il donne, par exemple, aux deux candidats qui se présentent. Et donc, chaque votant, ça va être un point dans l'espace. Et lorsque vous avez toute une population de votants, eh bien, et que vous cherchez quel est leur avis moyen, eh bien, vous cherchez le centre du nuage de points, le centre du nuage de points de leur préférence. Et donc, vous cherchez, en fait, en d'autres termes, quelle va être la préférence de cette population. Et simplement, rien qu'en s'intéressant à cet aspect très technique, de statistique de l'analyse d'un nuage de points, j'en suis arrivé à réfléchir sur les conséquences qu'aurait le choix d'un mode de scrutin qui serait celui basé sur des notes, sur lesquelles des notes qu'on donnerait à des candidats, plutôt que le fait de voter directement pour un candidat ou pour un autre. Et donc voilà, ça c'est un peu la genèse de pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner concrètement? Est-ce que vous avez repris une élection justement avec ces nuages de points et ces notes? Est-ce que ça changerait les résultats? Alors oui, pour répondre, je pourrais un peu nuancer ma réponse. D'une manière générale, oui, le mode de scrutin influe, sauf des cas vraiment très flagrants où par exemple toutes les personnes préfèrent le candidat A au candidat B. Et à ce moment-là, vous avez bien des chances que quel que soit le mode de scrutin, le candidat A sera élu. Mais d'une manière plus subtile, le mode de scrutin va risquer d'avoir des influences non négligeables sur le vainqueur de l'élection. D'accord ? Et l'idée simplement, en incluant l'information note au lieu de vote, c'est qu'on va réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et ça, on le sent bien. C'est-à-dire que lorsque vous votez pour quelqu'un, c'est comme si vous mettiez 10 sur 10 à celui pour lequel vous votez et 0 pour les autres. Là, vous allez pouvoir mettre dans votre notation, du coup, toute une gamme de nuances qui n'existe pas avant. Là, si vous voulez, pour reprendre un peu une allégorie, on est encore au temps des cavernes. C'est-à-dire qu'il y a deux candidats, tous les gens dans la caverne se mettent ou bien derrière l'un ou bien derrière l'autre, et ils se tapent dessus. Et ceux qui sont les plus nombreux, à supposer qu'on ait tous la même force, ils vont mettre leur candidat en tête. Alors que là, vous pouvez vous mettre un petit peu entre les deux candidats, au fond de la caverne s'ils vous conviennent aucun des deux, au début de la caverne s'ils vous conviennent bien tous les deux, et puis après vous rapprochez plus ou moins de l'un ou de l'autre en fonction de vos affinités. Et donc cet apport d'informations qui intuitivement, on sent bien que ça va arranger, que ça va rendre plus nuancé, plus juste l'élection. Eh bien, en fait, il va y avoir des outils mathématiques derrière, des justifications qui vont faire, par exemple, qu'on va sortir d'un cas, du théorème de Harroz, du théorème d'impossibilité, et sur lequel je vais laisser parler maintenant mon confrère, Monsieur Roland. Oui, effectivement, parce que si Jean-Baptiste en vient à s'intéresser à des processus de notation et plus de votation, si je peux faire ce raccourci, c'est bien parce qu'il y a eu déjà des personnes qui ont étudié les systèmes de vote et qui sont arrivés à démontrer mathématiquement qu'il n'existe pas de système de vote parfait, ou même de bons systèmes de vote. C'est-à-dire, si je retrace mon parcours aussi, pour vous dire comment est-ce que nous, mathématiciens, on est arrivé à s'intéresser à ça. Moi, je viens plutôt de l'intelligence artificielle au début, et en se demandant, voilà comment est-ce qu'on va réussir à modéliser la prise de décision humaine pour qu'elle soit reproductible par une machine, un ordinateur. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs choses qui font que prendre une décision est un processus qui peut être difficile. C'est quand vous avez plusieurs critères sur lesquels est décrit votre solution. Et parfois, une solution, elle peut être bonne sur un critère, mauvaise sur l'autre. Et une autre solution, elle peut être mauvaise sur le premier critère et bonne sur l'autre. Et donc, si vous voulez acheter une voiture, par exemple, vous voulez une voiture très puissante et qui ne consomme pas, mais ça n'existe pas. Et donc, il faut faire un choix entre ces critères qui sont un peu antinomiques. Puis pareil, il y a un moment où c'est difficile de prendre des décisions. C'est quand on ne sait pas trop ce qui va arriver à l'avenir, par exemple. Il y a une incertitude. Si vous voulez prendre un parapluie, vous êtes très content de prendre un parapluie s'il pleut. Vous n'êtes pas content de prendre un parapluie s'il ne pleut pas. Vous êtes encore moins content de ne pas prendre de parapluie s'il pleut. Et donc, il faut arriver à prendre une décision dans l'incertitude. Puis encore un autre moment où c'est difficile de prendre des décisions, c'est quand il y a plusieurs personnes qui doivent se mettre d'accord. Et donc là, on arrive à la théorie des votes. Et en fait, mathématiquement,
ces trois domaines-là que je vous ai décrits sont très, très, très similaires. On peut arriver à les décrire avec exactement les mêmes équations et arriver donc à faire des liens tout à fait formels et équivalents entre ces méthodes de décision. Et donc, quand on vient de la décision qui s'intéresse à comment faire pour choisir une solution parmi plusieurs quand il y a beaucoup de critères, eh ben on en vient forcément à s'intéresser à la théorie des votes. Et quand je dis la théorie, c'est qu'effectivement, il y a toute une théorie mathématique derrière. On arrive à définir précisément ce que c'est qu'un processus de vote. On a une définition mathématique. Et on arrive donc à regarder un processus de vote comme un objet mathématique. Et on va pouvoir dire, voilà, quelles sont les propriétés mathématiques que j'aimerais bien voir sur ce processus de vote. Alors, Jean-Baptiste a spoilé l'intervention en parlant du théorème d'Arrow, parce qu'effectivement, en 1953, Kenneth Arrow, un économiste, s'est intéressé à ça et a dit, voilà, je vais essayer de fixer un petit nombre de propriétés qui paraissent évidentes pour que le scrutin fonctionne. Par exemple, il faudrait que, si tout le monde est d'accord pour voter pour le candidat A plutôt que pour le candidat B, il faudrait que le candidat A soit élu. Ça paraît normal. Après, il faudrait aussi que le rang entre le candidat A et le candidat B ne dépende pas de la présence ou non d'autres candidats dans l'élection. C'est-à-dire, je préfère A à B, mais si je sais qu'il y a C aussi qui arrive dans l'élection, je préfère B à A. Non, ça, c'est pas très cohérent. Et puis, troisième condition, je ne veux pas vous contraindre dans vos choix. C'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir l'ordre de préférence que vous voulez. Et ça, c'est quand même ce qui caractérise un scrutin démocratique, c'est qu'on ne vous dit pas quoi penser avant le scrutin. Et la grande force de Arrow, du théorème d'Arrow, c'est de dire que voilà, ces trois conditions qui paraissent évidentes, en fait, elles conduisent le seul mode de scrutin qui a les trois à la fois, c'est la dictature. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui décide pour tout le monde. Alors ça ruine quand même tous les espoirs des gens qui travaillent sur les modes de scrutin en disant finalement, les propriétés des modes de scrutin qui semblent naturelles, indispensables pour parler de démocratie, en fait, elles sont incompatibles entre elles. Et donc, forcément, on n'arrivera pas à avoir des modes de scrutin qui soient parfaits. Tout mode de scrutin qu'on peut imaginer aura forcément des inconvénients. Il aura des avantages, il aura des inconvénients. Et donc, peut-être, on pourra parler ensuite des différents modes de scrutin. Alors, je ne sais pas, vous connaissez le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Demain, c'est le 2e tour des élections législatives. Vous connaissez aussi le mode de scrutin majoritaire à 1 tour. Jeudi dernier, en Angleterre, ils ont élu des députés, mais ils ont besoin que d'un seul tour. Et voilà, il y a des choses qui sont capables... le mode de scrutin majoritaire à 2 tours a des propriétés. Le mode de scrutin majoritaire à 1 tour a des propriétés. Et vous n'allez pas faire élire le même type de candidat avec les 2 modes de scrutin. Voilà. Je vais vous prendre juste une petite anecdote que je disais en introduction. En 2011 ou 2012, je ne sais plus, il y a eu une élection présidentielle au Sénégal. Et la situation était que l'ancien président, qui s'appelait Abdoulaye Wade, avait un socle de supporters de 25% de la population à peu près, et avait en face de lui une quinzaine de candidats qui s'étaient mis d'accord en disant au premier tour, on candidate chacun sous notre nom, au deuxième tour, on fait un front contre Wade. Et donc, les 15 candidats étaient d'accord pour soutenir celui qui serait en tête, juste derrière Wade, parce que c'était sûr qu'il n'y avait pas un autre candidat qui allait dépasser 25%. Et donc, le deuxième tour, c'était sûr que ça aurait été 75% contre Wade et 25% pour lui. Voyant ça, Abdoulaye Wade a essayé de changer la Constitution pour dire, non, finalement, on va élire le président au scrutin majoritaire à un seul tour et pas à 2 tours. Voilà. Comme ça, lui, il avait bien suivi ses cours de théorie des votes. Ça veut dire que celui qui a le plus de voix dès le départ est le gagnant. Le scrutin majoritaire à un tour, c'est on fait un seul tour, on regarde qui a le plus de voix. Ouais. Donc, on peut être élu avec 25% des voix si personne... Comme ça s'est passé en Angleterre, en Royaume-Uni la semaine passée. Vous avez 3 partis, et celui qui dépasse 33% des voix est élu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième tour, et donc pas de coalition possible. Il vaut mieux faire les coalitions avant l'élection que pendant l'élection. Alors que le scrutin majoritaire à 2 tours permet d'avoir des coalitions entre les 2 tours de scrutin. Et donc ça va... On dit souvent que le scrutin majoritaire à 1 tour va forcer une bipolarisation entre 2 partis simplement. C'est ce qui se passe un petit peu quand même en Angleterre. Vous avez les conservateurs et les travaillistes. Et les autres partis ont du mal à exister. Et en France, par contre, le scrutin majoritaire à 2 tours tend vers
un paysage politique bipartisan, c'est-à-dire avec un camp de droite qui peut avoir plusieurs partis et un camp de gauche qui peut avoir plusieurs partis. C'est ce qui s'est passé typiquement entre, mettons, 1970 et 2016, on va dire. Parce que là, ces élections sont des élections complètement nouvelles pour ce mode de scrutin. Pour les mathématiciens, justement, est-ce que ça, c'est avant tout un exercice de probabilité? On va dire que c'est de la probabilité, de la statistique, hein? C'est dans ce champ-là? C'est pas de la probabilité? Parce que moi, ça me rappelle des cours de troisième entre l'option A, l'option B. Et si non, c'est pas... Alors, je dirais pas que c'est des probabilités, parce qu'on connaît parfaitement les votes des gens. Par contre, ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir la puissance, enfin, pour des statisticiens, c'est de voir la puissance de l'information qu'on peut rajouter pour éclairer une décision. C'est-à-dire, l'information qu'on demande aux électeurs dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, elle est très pauvre. Vous aviez combien? 12 candidats au premier tour des élections présidentielles. On vous demande de mettre un nom, un seul. Alors, savoir si vous aimiez, je suis sûr, enfin quasiment sûr, que si on fait un mini-sondage comme ça, il n'y a pas une seule personne que vous auriez aimé voir président. Vous avez certainement plusieurs personnes parmi les candidats que vous auriez accepté comme président. Vous avez peut-être même, on peut même faire un ordre de préférence entre les candidats. Alors peut-être pas entre les 12 candidats, peut-être que vous avez eu du mal à classer les 12, mais je suis sûr que vous êtes capable de produire chacun un ordre de préférence sur les 3 ou 4 premiers candidats que vous auriez aimé voir président de la République. Et le mode de scrutin majoritaire à 2 tours n'utilise pas du tout cette information. Ça, c'est très dommage. On peut imaginer d'autres modes de scrutin qui prennent en compte comme ça ces préférences. Je vais prendre juste un autre exemple qui n'est pas dans le champ politique. Dans un champ qui n'est pas réputé pour être très performant intellectuellement, attention, je vais me faire des ennemis, c'est le football. Si vous voulez élire le ballon d'or, c'est-à-dire le meilleur joueur européen de football, comment est-ce que vous faites? Vous ne demandez pas aux gens de mettre un bulletin. En fait, pour élire le ballon d'or, vous demandez 3 noms, classés premier, deuxième, troisième, aux gens qui sont dans le corpus de votants. Et après, on donne 5 points à celui qui est classé premier sur un bulletin de vote, 3 points à celui qui est classé deuxième, 1 point à celui qui est classé troisième. Et on additionne tous les points. Et bien ça, c'est un mode de scrutin qui prend mieux en compte les préférences des votants. Ce mode de scrutin a été inventé par Jean-Charles de Borda en 1781. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier, les questions de mode de scrutin. Voilà. Et ben on pourrait faire tout à fait le même mode de scrutin pour les présidentielles, en disant je donne 10 points à mon candidat préféré, 9 points à mon candidat deuxième préféré, etc. etc. Alors, Raoul Maniberto, vous avez envie de réagir à ces présentations de différents modes de scrutin? Oui, à vrai dire, voilà, je suis le seul qui fait sciences politiques, donc c'est inutile d'expliquer le lien entre la science politique et le vote. Ça, peut-être. Ce qui est par contre utile de voir, c'est qu'en sciences politiques, sur ces questions de vote, on a tout piqué aux économistes et aux mathématiciens. Donc, en fait, bizarrement, ce n'est pas devenu de la science politique. Peut-être ce que je vais présenter un peu ce que je fais et ce que je vais peut-être vous présenter aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc ces règles, l'impact de ces règles sur les politiques publiques réelles, ce qui se passe. Et on commence à savoir un peu, par exemple, les règles électorales ne sont pas seulement mode de scrutin. Aujourd'hui, on parle du mode de scrutin, mais il y a par exemple le vote obligatoire. On peut mettre la règle que ceux qui ne votent pas ont une amende, comme en Belgique, au Luxembourg. Et ça, ce qu'on observe un peu partout, aussi bien statistiquement que sur les changements de loi dans les mêmes pays, c'est que lorsque le vote est obligatoire, on fait plus de redistribution. Donc ça, c'est aussi utile à savoir pour savoir, ce n'est pas seulement les hommes politiques qui décident, c'est aussi les règles qui décident. D'autres exemples, c'est par exemple l'idée de référendum d'initiative populaire, lorsque les citoyens peuvent lancer un référendum qui a un impact. Ça, on observe ça en Suisse ou en Californie, les principaux lieux. Et là aussi, on observe que plus on le fait, moins on a de dettes publiques. Alors, à chaque fois, il y a des raisons à cela. Je ne vais pas les expliquer parce qu'elles sont peut-être, on parle d'autre chose, des modes de scrutin. Mais la même chose arrive avec les modes de scrutin. On peut se dire, ouais, les modes de scrutin, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Telle personne aurait eu plus, telle autre moins. Ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la politique va changer, en fait, selon qu'on change le mode de scrutin.
Et aujourd'hui, alors, il y a quelque temps, j'avais reçu chez moi une jeune agence de valorisation de la recherche qui s'appelle Scoli et qui sont parmi nous aujourd'hui et qui ont organisé, qui font des applications pour valoriser les savoirs dans le... Pour la société. Pour la société, voilà. Et ils ont fait cette application avec moi, on a commencé à collaborer, que je peux vous montrer, c'est-à-dire qu'est-ce que ça aurait donné si on avait des systèmes électoraux, des modes de scrutin voisins, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais. Qu'est-ce que ça donne? Quelle politique on aurait eu pendant 5 ans? Donc on peut voir, je peux déjà vous anticiper par exemple que si on avait été allemand, Mélenchon aurait été dans la coalition de gouvernement pendant 5 ans. Donc on peut imaginer que peut-être les politiques ne seraient pas identiques à celles qu'on a eues. Ou peut-être oui, là ça devient plus... donc je peux peut-être vous montrer les images après. Allez-y, dérangez l'agora là. Ah, je dérange l'agora, oui, mais il me faut mon ami technicien. Alors, Samuel. Voilà. Voilà. Merci Samuel. Ouais. Ah ouais, il est là. Ah ouais. Ah ben, je pouvais le faire. Alors, donc faites la démonstration, effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, merci. Mais ça, si c'est juste pour appuyer le bouton, je peux le faire. Mais, donc, si vous cliquez sur Internet, dérangeons la chambre, vous accédez là. Donc, je vais vous le montrer un peu rapidement. Du coup, je ne vous dérange pas parce que, voilà. Je me limite. Là, c'est l'image de notre assemblée après les élections de 2012. Donc, on a ici les socialistes, tous les autres partis, ce qu'ils ont obtenu à l'issue de 2 tours. Alors, comme vous savez, peut-être le système à 2 tours a plein de défauts qui vont vous être exposés, même parfois complètement contre-intuitifs. Mais par contre, l'idée au départ, c'était de dire celui qui est élu, au moins, il a la majorité. Alors qu'à un tour, c'est le premier qui arrive. Si ça se trouve, tous les autres le détestent. Donc ça, c'est ce qu'on a avec les 2 tours. Et si on était anglais, on aurait un système avec un seul tour, qui est le plus vieux système du monde. Ils l'ont fait déjà au XVIIIe siècle. Et depuis, toutes les colonies, ex-colonies britanniques l'ont adopté. Alors certaines l'ont changé, on va voir après. Et d'autres, ils l'ont gardé, comme le Canada. Et comme vous pouvez voir, le mode de scrutin fait que ça ne change pas grand-chose. Alors ce qui est dommage, c'est que normalement, si je pouvais appuyer ici, je peux peut-être, non? Raoul, c'est-à-dire que vous avez pris un résultat et que vous appliquez les différents modes de scrutin à partir d'un même résultat, globalement. Hein, bien expliqué. Merci de me... Ouais. En fait, on a pris les mêmes votes des gens et on les a recalculés avec d'autres modes de scrutin. Certains sont possibles, d'autres non. Ça, je voulais le dire après, mais peut-être vaut mieux le dire à l'avance. Par exemple, les Irlandais, eux, ils votent avec mon premier, mon deuxième, mon troisième. Et donc que vous expliquez justement. Ça, vous allez l'expliquer. C'est un type, c'est pas tout à fait le vote par note, c'est un vote par préférence, par ordre de préférence. Et ça, on ne peut pas le simuler parce qu'on n'a pas les deuxième et troisième préférences des Français. On peut simuler lorsque les circonscriptions changent et les votes changent quand qu'il y a au moins 2 tours. Donc là, on prend simplement dans chaque circonscription celui qui est arrivé premier. Et en fait, la Chambre serait assez semblable, la majorité est identique, donc ça ne changerait rien. D'un point de vue, on pourrait dire, organiser une deuxième tour, c'est cher quand même. On pourrait épargner si la différence n'est pas si grande. Mais c'est la seule objection qu'on peut trouver. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a certains partis en France qui disparaissent avec ce système, qui sont les petits partis qui collaborent avec les gros. Parti radical de gauche, les Verts aussi, c'est des partis qui perdent des tas de voix ici, alors que dans le système à 2 tours, ils en ont parce qu'il y a une possibilité d'une alliance entre le premier et le deuxième. Et alors le parti le plus important dit, bon, je vous laisse celui-là, et ils ont plus de voix. En revanche, les partis qui ne collaborent pas, donc le FN, le Front de gauche, eux, ils sont un peu plus hauts avec le système à un seul tour qu'avec le système à 2 tours. Parce qu'évidemment, étant extrêmes aux 2 tours, ils ne reçoivent pas les voix des indécis. Donc voilà, les Anglais créent un petit peu plus de place, pas beaucoup pour les extrêmes, et moins de place pour les petits alliés.
on a fait les Allemands maintenant. Les Allemands ont eu, ils avaient, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le système à 2 tours à la française n'a pas été inventé par les Français. Bon, on l'a depuis 1958, mais on l'a copié aux Allemands, qui l'avaient pendant l'Empire. Donc eux, ils avaient déjà un système à 2 tours, puis ils l'ont changé avec un système proportionnel sous Weimar, là où Hitler a gagné. Alors ils se sont dit, bon, il faudrait peut-être quelque chose au milieu, surtout assorti après la guerre. Et ils ont trouvé ce système très spécial qui est mixte, c'est-à-dire quand vous allez au bureau de vote, vous votez 2 fois. Un pour un candidat, comme les Anglais, comme les Français, et un pour une liste de partis, avec plusieurs candidats sur la liste. Et en fait, c'est un système mixte, c'est-à-dire que le deuxième, la liste, compense les résultats du premier. Donc c'est au milieu entre un système un tour et un système proportionnel. Donc on a fait la même chose, on a calculé le proportionnel, on a calculé le gagnant, et on observe que là, vous voyez, là on ne voit pas trop, mais si vous cliquez là sur Internet, vous pouvez comparer directement l'assemblée d'aujourd'hui et celle qui apparaît ici. Là, c'est trop compliqué parce que je n'ai pas l'écran ici. Et ça, c'est le fameux système où, sans Mélenchon, les socialistes et leurs alliés n'ont pas de majorité. Donc, la seule majorité possible, c'est aller vers le centre ou alors vers la gauche. Bon, selon la solution trouvée. Alors, là, là c'est les Italiens qui ont inventé un système qui à 2 tours aussi, mais qui est une variante de ce qui s'appelle la prime de majorité. C'est-à-dire, on fait comme une proportionnelle, mais celui qui gagne, qui a le plus de voix au niveau national, se voit attribuer une prime pour pouvoir gouverner. Parce qu'en Italie, ils ont une tradition de gouvernement faible qui tombe, et donc ils ont l'obsession d'avoir un gouvernement fort qui gouverne. Ce qui est en général une très mauvaise chose aussi, si on voit les résultats, les performances des systèmes avec des majorités fortes, c'est très mauvais. Mais ça, on ne sait pas beaucoup. Alors, du coup, les socialistes pourraient gouverner tout seuls avec ce système, naturellement, par définition. On a les Espagnols qui ont un système proportionnel. Alors, eux, ils l'ont inventé juste après Franco, ont un système proportionnel, mais comme ils sont très régionalistes, ils ont mis un système proportionnel à l'intérieur de chaque région. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil, parce que si on a une région très petite dans laquelle il y a un seul candidat, là, en général, il y en a 4 candidats par région, ben, on ne peut pas être trop proportionnel avec seulement 4 candidats. Parce qu'on est obligé, ceux qui ont moins qu'un quart des voix, ils vont avoir 0 candidat. Donc, même si on fait plus proportionnel possible. Donc, il y a des effets. C'est pour ça qu'il y a des gros partis en Espagne, parce que c'est proportionnel, mais avec des circonscriptions comme ça régionales. Sauf que si on simule la Chambre française, on reprend les voix des Français à l'échelle du département, on observe qu'on ne pourrait pas gouverner sans une grande coalition gauche-droite. C'est encore plus large qu'en France. On serait obligé d'avoir soit ce qui s'appelle un gouvernement minoritaire, donc il y a le besoin du vote des autres, soit une grande coalition comme en Allemagne. Donc ça, c'est ce qui serait passé pendant 5 ans en France si on avait le système espagnol. Et enfin, ça c'est pour les étrangers, après je ne vous saoule pas trop parce qu'il y en a d'autres mais qui sont inventés, qui sont intéressants, hein, selon moi aussi, donc on pourrait y revenir. Mais pour terminer, ce qui se passerait si on était autre, c'est les Hollandais qui ont ce système presque purement proportionnel, c'est celui qui ressemble un peu plus avec un seuil très bas pour les partis petits d'élimination. Alors, le truc, c'est que le système proportionnel, bon, ça c'est pour l'anecdote, ils l'ont depuis le début du XXe siècle, 1917, et cela était dû au fait que les partis qui étaient le plus importants, qui étaient le parti anti-révolutionnaire et le parti libéral, donc des partis d'élite, de riches, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas encore suffrage universel, se retrouvent à faire face à une horde de personnes qui sont soit chrétiennes, soit social-démocrates, et qui poussent pour avoir le suffrage universel, et qui sont de plus en plus inquiétants.
Alors, eux, ils ont dit, bon, OK, on vous cède le suffrage universel, mais alors on fait la proportionnelle. La proportionnelle intéresse toujours ceux qui perdent. Donc aujourd'hui, par exemple, le FN est très intéressé à la proportionnelle. Donc à l'époque, c'est pour ne pas perdre trop que les libéraux et les anti-révolutionnaires ont choisi ce système. Et là, ça donnerait cette chambre-là, c'est-à-dire encore une chambre où il faudrait une grande majorité, une grande coalition pour gouverner. Voilà, ça c'était des illustrations. Est-ce que déjà il y a des questions, des remarques par rapport à tout ceci? Parce que c'est quand même impressionnant de voir qu'à partir d'un même vote pour des pays si voisins, qui quand même ont une culture qui les rassemble, enfin, c'est l'Occident, etc., qu'on ait autant de différences dans les résultats. Est-ce qu'il y a des remarques? Avec les mêmes voix, c'est ça le... Avec les mêmes voix, bien sûr. Comment on explique ces différents modèles, ces différentes... Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans la philosophie politique des pays? Quand on voit, par exemple, le système anglais avec le système français, est-ce que ça révèle quelque chose? Alors là, vraiment, ça révèle rien de culturel. Par contre, ça révèle des opportunités politiques. L'exemple allemand est le plus important. Le système allemand est provisoire dans la loi. C'est-à-dire ils l'ont créé après la guerre et c'était un système provisoire. Et c'est peut-être le plus long aujourd'hui. C'est celui qui est resté depuis... Donc très souvent, les systèmes électoraux sont choisis par ceux qui jouent les jeux. Donc, évidemment, si vous êtes joueur, je ne sais pas, au Monopoly, mais vous avez en plus le droit de choisir les règles du Monopoly, c'est un avantage pour ceux qui les choisissent. C'est pour ça qu'en 2004, au Canada, en Colombie-Britannique, qui est la province qui est le plus à l'ouest, ils ont organisé, ils voulaient changer le système de vote, peut-être, ils voulaient voir les citoyens, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc, ils ont organisé une assemblée tirée au sort. C'était la première. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sénat tiré au sort, tout ça. Mais l'idée était de dire, ceux qui choisissent des citoyens tirés au sort, le système électoral, ne peuvent pas être les mêmes de ceux qui jouent. Et c'est très nouveau parce que jusque-là, c'était les joueurs qui le décident. Et donc, l'explication était des circonstances politiques. Ils lui ont donné des cours, ils ont pris des mathématiciens, des profs de sciences politiques pour enseigner ce que c'était. Et ensuite, ils ont voté, ils ont choisi le système irlandais, justement, avec plusieurs préférences. Et depuis, on parle beaucoup des chambres tirées au sort. On a joué la dernière, c'était une chambre tirée au sort, parce que ça permet d'avoir une chambre qui choisit ce que la chambre élue ne peut pas choisir, c'est-à-dire ses propres règles. Voilà. Expliquez-nous un petit peu plus ce système de tirage au sort, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. L'idée, c'est que c'est simple, c'est comme la loterie nationale. On va tirer au sort des gens, on pourrait être tiré au sort, et ensuite on leur propose, eux ils peuvent refuser, mais on leur propose un salaire et une protection par rapport à une comment ça s'appelle enfin, des sous pour les sous qu'ils vont perdre en cessant leur travail pendant dédommagement. Voilà. Dédommagement. Et ensuite, ces personnes vont là pendant une durée de 8 à 12 mois. Ça dépend de... Les Islandais, ils l'ont fait sur la Constitution. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Et du coup, dans cette assemblée, ils devaient aller toutes les semaines. Et au début, comme je disais, il y avait des cours. Donc, il y avait la même chose que ce qu'on fait là, avec les différents systèmes du monde, etc. Et au bout de 3 mois, ils se sont mis juste à discuter. Et à la fin, ils ont... Alors, l'histoire n'est pas si heureuse parce qu'à la fin, ils ont voté eux-mêmes. Alors, je ne sais pas avec quel mode de scrutin. C'est eux-mêmes qui choisissaient le leur. Donc, ça se pose encore un problème. Mais... il y avait un assez grand consensus pour choisir le système irlandais. Le truc, c'est qu'après, une fois que cette assemblée avait décidé, il fallait qu'il y ait un référendum avec au moins 60% des gens qui acceptaient le changement de l'assemblée tirée au sort. 60%, c'est un peu trop, il suffisait 51%. Et l'histoire l'a montré ça parce que ceux qui étaient favorables étaient 57%. Donc, grosse majorité, mais inférieure au seuil qui avait été décidé. Donc, gros scandale, il y a eu toutes sortes de débats, mais finalement, il n'a pas été accepté, ce système. Donc, voilà, il est mis en place nulle part maintenant. Alors, il y a eu des projets d'assemblée tirée au sort sur le système électoral en Hollande, il y en a en Irlande et en Ontario, toujours au Canada.
Mais là, bon, ça n'a pas eu un grand avenir pour le moment, alors que l'idée est très bonne. Antoine Roland. Oui, ce qui est difficile sur cette, si ça marche, sur cette question, c'est qu'il y a effectivement une prime à ceux qui sont déjà dans le système. Une des choses qu'on regrette, nous, mathématiciens, c'est que le monde politique définit des règles parce qu'ils les comprennent et pas en fonction d'objectifs qu'on se fixerait. Alors je vais prendre juste 2 exemples. Le premier, c'est sur le découpage des circonscriptions. La loi française oblige à découper les circonscriptions électorales pour l'élection des députés en fonction des chiffres officiels de la population et tous les 10 ans au minimum. Or, il n'y a pas eu de découpage électoral entre 1986 et 2012. Pourquoi ? Parce que même dans des circonscriptions qui n'auraient été pas réputées favorables, les députés qui ont été élus quelque part préfèrent rester dans la circonscription qu'ils connaissent plutôt que d'avoir un redécoupage, même qui pourrait leur être potentiellement favorable. Et donc, le découpage de 86, qui était très défavorable aux partis de gauche, dans leur ensemble, n'a pas été remis en cause à chaque fois que la gauche a eu le pouvoir, parce qu'une fois que le député a été élu avec un certain mode de scrutin dans une certaine circonscription, il maîtrise ça et il sait quels électeurs aller convaincre pour être élu les fois prochaines. Et donc ça aboutit... Alors, au bout de 30 ans, au bout de 25 ans, les inégalités étaient vraiment trop criantes et donc on a dû refaire un découpage électoral avec une augmentation un peu du nombre de députés au passage. Mais c'est quelque chose qui devrait être fait très très régulièrement et qui n'est pas fait suffisamment régulièrement. À cause du fait que, effectivement, ce sont les personnes qui en même temps sont élues et en même temps décident du mode des élections. Et j'avais un deuxième exemple, j'ai dit. Oui, alors, c'est sur le mode de scrutin. Il faudrait pouvoir se dire, ben voilà, quel type de candidat on essaye de promouvoir pour quel poste. Et par exemple, on a parlé de différents modes de scrutin. Je vous ai parlé de Borda tout à l'heure. On pourrait parler aussi d'une autre personne qui est le marquis de Condorcet, qui, au même moment, dans les années 1780 et quelques, il s'est lui aussi intéressé au mode de scrutin. Et il proposait, pour élire une personne, quand on a plusieurs candidats, de faire combattre les candidats 2 contre 2 et de regarder s'il n'y en a pas un qui gagne tous les duels. Et de dire, ben voilà, ça c'est la personne qu'on aimerait être élu. Et donc il y a un exemple assez typique en France, en 1988, pour l'élection présidentielle, où on avait 3 candidats, François Mitterrand, Jacques Chirac et Raymond Barre. Et tous les sondages de deuxième tour disaient que Raymond Barre contre François Mitterrand, Raymond Barre aurait été élu. Raymond Barre contre Jacques Chirac, Raymond Barre aurait été élu aussi. Et donc il apparaît que Raymond Barre était finalement la personnalité la plus consensuelle, mais il est arrivé 3e de l'élection, 3e du premier tour, et donc n'a pas pu se qualifier au deuxième tour. Et donc là, nous, on a raisonné avec scrutin majoritaire à 2 tours, parce que c'est facile à comprendre. Tout le monde peut comprendre les règles, et donc tout le monde peut voter. Mais avec un autre mode de scrutin, comme par exemple le scrutin préférentiel, on peut faire apparaître des candidats qui sont plus des candidats de consensus. Et donc là, on pourrait tout à fait se dire que le législateur pourrait dire, pour le président de la République, qui représente la nation, mieux vaut privilégier quelqu'un qui fait le plus consensus possible, qui est le moins d'adversaires, plutôt que quelqu'un qui est juste 51% de partisans et 49% d'opposants. Parce qu'on a vu tout à l'heure, le mode de scrutin majoritaire à 1 tour permet d'élire la personne la plus détestée parmi tous les candidats. Le scrutin majoritaire à 2 tours ne permet pas ça, il permet d'élire la 2e personne la plus détestée parmi tous les candidats. On gagne là, vous nous donnez le moral. Voilà. Mais donc, voilà, ce que nous, on essaye, enfin, ce que les mathématiciens essayent de promouvoir, en particulier les mathématiciens spécialistes des modes de scrutin, c'est dire aux politiques, ne fixez pas un mode de scrutin, fixez des principes et laissez les mathématiciens trouver le mode de scrutin qui va respecter ces principes-là. Alors justement, peut-être que vous voulez compléter, Jean-Baptiste. Quelle influence vous avez sur ces processus mis en place? Est-ce qu'on interroge les mathématiciens en disant, voilà, quel est le système le plus juste? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Est-ce que ça fait partie de votre champ d'action? Bien sûr. On a une importance capitale. Non, mais bien sûr que non. Personne ne nous demande jamais notre avis et on est en dehors du coup, bien évidemment. Non, mais je voudrais rebondir sur 2-3 choses qu'ont dites précédemment Antoine
et Raoul. Mais l'idée, c'était justement qu'on a observé, on observe d'ailleurs tous les jours, beaucoup de désamour par rapport à notre système, c'est-à-dire, et je pense en particulier au vote blanc, qu'on n'a pas encore abordé également, mais voilà. Et on a plein de personnes qui ne se reconnaissent pas dans les politiques, etc., et qui votent blanc. Et une solution que pourrait apporter le système par notation, ce serait par exemple de dire, si on fait la moyenne des notes reçues par un candidat, et qu'on regarde les moyennes de tous les candidats, et bien, si aucun des candidats n'a une moyenne suffisante, et bien, on pourrait invalider l'élection en disant qu'aucun des candidats ne satisfait le public, les électeurs. Alors, actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est que quand vous imaginez l'ensemble de tous les candidats, eh bien, systématiquement, il y en a un qui va passer. C'est comme si vous étiez dans une classe, vous avez des élèves, et à la fin de l'année, il doit y en avoir un qui passe, même si aucun n'a le niveau. Ben, ça, c'est relativement peu satisfaisant du côté de l'électorat. Alors, du côté des politiciens, je pense que c'est au contraire assez rassurant de se dire qu'il y en a un qui va gagner. Mais bon, après, c'est une différence de point de vue. Et comme c'est eux qui décident la façon dont on vote, voilà. Après, il y a d'autres problèmes qui se posent lorsque vous décidez de noter les candidats plutôt que de voter pour eux. Parce que la première idée que j'ai à peine évoquée maintenant, c'est de se dire on va faire la moyenne candidat par candidat. Très bien. Mais ça va permettre à des personnes qui seraient plus ou moins honnêtes de biaiser leur vote pour essayer de faire passer leur candidat préféré. Vous avez un candidat préféré, vous notez tous les candidats sur 10, bah vous êtes bien tenté de mettre une note de 10 sur 10 à votre candidat, puis 0 sur 10 aux autres. C'est humain, d'accord. Alors pour essayer de contrecarrer un peu cette tendance bien humaine, il y a d'autres personnes qui ont pensé qu'au lieu de faire la moyenne des notes, il vaudrait mieux faire la médiane. Alors la médiane, qu'est-ce que c'est? Pour vous rappeler un peu rapidement, vous allez imaginer toutes les notes obtenues par un candidat, vous allez les mettre sur votre table de la plus faible note à la note la plus élevée, et vous allez enlever systématiquement la note la plus faible, la note la plus grande. Et vous recommencez, vous enlevez la note la plus faible qui reste et la note la plus grande qui reste. Et vous continuez comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'une note ou deux notes qui soient bien au milieu. Et c'est ça va être ça la note médiane obtenue par le candidat. Et de cette façon, vous vous fichez complètement de savoir s'il y a beaucoup de 10 ou beaucoup de 0. Il suffit que vous soyez au-dessus de la moitié des électeurs pour passer d'un côté ou de l'autre. Et donc, comme ça limite grandement ce qu'on appelle le vote stratégique. Et donc, cette méthode-là, qui permet de donner une autre note aux candidats, ça s'appelle le jugement majoritaire, qui a été testé aussi pour cette élection présidentielle et pour celle de 2007, d'ailleurs, sur un bureau de vote particulier, et qui, là aussi, aboutit à des différences très importante, non seulement au niveau des résultats. Alors, Antoine parlait de Raymond Barre en 88, c'est ça? C'est ça? Si, je m'en souviens. Mais on pourrait aussi repenser à Bayrou en 2012 ou en 2007 en particulier, où il était donné vainqueur contre Sarkozy et Royal. Et voilà. Et donc, ces notations, ces façons... Et Jospin aussi, certainement. Et ces notations permettraient d'aboutir à des résultats très différents, c'est-à-dire à aboutir à des candidats plus consensuels de cette façon-là. Alors après, je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose. Simplement, ce que je dis, c'est que déjà, avoir plus d'informations, a priori, c'est pas mal, mais ce qu'il y a, c'est que un mode de scrutin, choisir un mode de scrutin, c'est un choix politique fort. D'accord. Raoul, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, juste, je voulais dire, par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est qu'en théorie, il y a, évidemment, c'est vachement bien de donner plein d'informations, mais en théorie, il y a moyen d'invalider l'élection même avec nos systèmes qui sont primitifs, puisque c'était un débat qu'il y a eu en Slovaquie, que l'idée, c'était que s'il y avait 51% d'abstention, dans la circonscription, le député n'avait pas été élu. Et donc, la Chambre serait juste la partie des gens qui ont été... Bon, ils ne l'ont pas mis. Depuis, je me suis renseigné, mais on a quand même simulé. Je peux vous montrer ce que ça donne en France, avec 3 variantes différentes. La première variante, c'est 2012. La première variante, c'est l'abstention utilisée comme
un parti. Donc il est au deuxième tour. Bon, qui a le plus gagne. Si c'est l'abstention qui a le plus, il n'y a pas de député. Vous voyez, l'Assemblée est vide. Néanmoins, il y en a quand même 17 avec une majorité absolue chez les socialistes. C'est bon, à l'époque de 2012. Donc, on va faire la révolution aujourd'hui, là, hein, parce qu'avec des résultats aussi flagrants, voilà. Ça parle. Voilà, une autre variante, c'est de voir utiliser la même règle que dans les référendums. En fait, dans les référendums locaux, on nous demande une question, nous on vote, et s'il y a 51% des gens qui ont voté oui, par exemple, ça passe, sauf qu'il faut 50% de participation électorale. Parce que sinon, ce n'est pas fiable, on ne vote pas bien. Mais par contre, quand on vote un élu, il n'y a pas besoin de faire ça. Même s'il y a moins de 50%, on peut le voter. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on applique ça à la Chambre? Vous voyez là aussi, il y a un trou. C'est 116 députés qui sont absents, qui n'arrivent pas à être dans une circonscription dans laquelle au moins la moitié a voté. Un tiers, donc c'est pas très encourageant, mais plus. Mais en tout cas, moi, je suis un peu vexé que mon vote a besoin de 50% quand c'est sur un sujet, alors que quand c'est sur un représentant, non. Ça, c'est une réflexion qu'on pourrait se faire. Et la dernière... voilà, c'est beau la dernière. C'est lorsqu'il faut 51% des inscrits. Alors on aurait un parlement vide, voilà. Et ça, est-ce que nos politiques, ils ont bien conscience de tout ceci? Si on prenait l'abstention comme un parti, ouais. ils ont conscience de par rapport à ce que vous disiez? Oui, je suppose que c'est pas eux qui ont intérêt à... Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, où eux posent leurs règles. Des questions, des remarques? Très bien. Je voudrais savoir si vous avez appliqué ce schéma au vote blanc. Oui, alors on a pris le vote blanc et l'abstention ensemble, mais pas le vote blanc tout seul en 2012, alors qu'il serait très intéressant de le refaire pour 2017 avec, puisque les votes blancs ont augmenté beaucoup aux dernières élections. Alors, comme en France, ce n'est pas comptabilisé spécialement, les gens qui votent blanc restent une minorité assez forte, mais dernièrement, voilà, ça a augmenté. Donc, je vais suivre votre recommandation. D'autres questions, remarques? Monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez expliqué ça à votre camarade Cédric Villani? Non. Pourtant, c'est un habitué de la MMI, non? Alors, pour la petite histoire, il devait venir la semaine prochaine parler à la MMI. Et du fait des élections législatives, il ne pourra pas venir. Donc, à titre personnel, ça m'embête bien. D'autres questions ou blagues? Alors, bon, on a bien senti que du côté des mathématiques, vous aviez l'air de dire que le système par notation paraîtrait plus nuancé, plus intégrant des éléments plus qualitatifs dans ce résultat. Globalement, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme système qui pourrait être le plus efficace? Et je vous pose la question à tous les trois. Selon vous, qu'est-ce que la société attend? Est-ce qu'elle serait prête à ce type de système-là, par notation? Est-ce que c'est trop compliqué? Comment on pourrait faire évoluer les choses? Effectivement, il y a un des problèmes que j'ai esquissé tout à l'heure, c'est qu'il faut que le mode de scrutin soit compréhensible pour la population. Après, je ne pense pas qu'on soit plus bête que les Irlandais, les Australiens, les Belges ou les Allemands ici. Et donc, on pourrait mettre des scrutins aussi compliqués qu'il y a dans ces pays, en France aussi. Il y a une graduation sur le mode de scrutin. On a parlé, Jean-Baptiste a évoqué le jugement majoritaire où on donne une note à tous les candidats. On peut donner une note qui soit juste un 0 ou un 1, par exemple. Et ça fait juste un scrutin par approbation. Moi, je m'en sers, par exemple, pour faire les élections de délégués parmi mes étudiants. Plutôt que de faire un scrutin majoritaire à 2 tours, je leur dis, voilà, vous me faites sur un bout de papier la liste de toutes les personnes de la promotion que vous verriez bien comme délégués. Et donc, celui qui ne voit qu'une seule personne, mais un nom,
celui qui a envie de mettre 10 noms, il met ses 10 noms, etc. Et puis à la fin, on regarde qui a eu le plus de voix avec un seul tour. Et la personne qui a eu la plus de voix, c'est celle qui a été citée par le plus grand nombre de votants comme pouvant prétendre à la fonction de délégué. Et ça, c'est un scrutin qui est très très facile à mettre en place, qui pourrait être mis en place dès demain. Voilà, ça veut dire simplement, vous mettez autant de bulletins que vous voulez dans l'enveloppe, puis à la fin, on compte le nombre de bulletins. Si vous voulez être un tout petit peu plus subtil, vous regardez quels sont les bulletins qui sont dans la même enveloppe. Et donc, ça peut vous dire quels sont quels sont les appariements qu'il peut y avoir entre candidats. Et par exemple, ça serait intéressant de voir si les personnes qui ont voté pour les candidats, pour Macron à la présidentielle, auraient aussi voté Fillon ou auraient aussi voté Hamon, par exemple. Ça ne donne pas du tout la même coloration à l'élection. Voilà. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites en 2002, pour le coup, avec ce mode de scrutin par approbation, dans 2 bureaux de vote en France, par des chercheurs qu'on n'a pas encore cités, mais qui sont Balinski et Laraki, qui travaillent eux, depuis 20 ans là-dessus, sur ce mode de scrutin. Et on montrait que ce mode de scrutin par approbation avait fait monter en flèche 2 candidats, qui étaient le candidat écologiste, Noël Mamère, et François Bayrou, alors ça s'appelait comment ? Force démocrate à l'époque. Et que tous les gens qui avaient voté pour des petits candidats de gauche, comme Jean-Pierre Chevènement, comme Christiane Taubira, comme Olivier Besancenot, avaient aussi voté Lionel Jospin avec le mode de scrutin par approbation. Et donc, très certainement, le candidat vainqueur de la présidentielle aurait été Lionel Jospin, parce que tous ceux qui avaient voté pour des candidats de gauche en disant « je veux envoyer un message à Jospin », ont pu le faire avec ce mode de scrutin par approbation. Donc ça, c'est quelque chose de très qu'on pourrait mettre en place dès demain, et sans beaucoup d'explications. Et avec un avantage énorme, parce que je ne sais pas si c'est à titre personnel ou pas, mais je pense que si des études sont faites, je pense qu'on se rendra compte qu'il y a une large majorité de Français cette année qui ont voté, pas forcément pour le candidat qu'ils soutenaient. C'est-à-dire que vous avez le vote utile qui a pris une telle importance. Alors après, suivant des raisonnements différents, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a plein de personnes qui étaient plutôt à gauche qui ont voté aux primaires de droite, et réciproquement, on peut penser aussi que certains ont voté Macron pour éviter Le Pen, ou ainsi de suite. Enfin, on est arrivé dans une situation où le vote utile, c'est carrément la norme, quoi. Et alors, avec ces histoires de vote par approbation ou ces histoires de notation, on note chacun des candidats et on n'a plus besoin de ce vote stratégique, de ce vote utile qui pervertit d'une certaine façon les élections. Et on fait le calcul de la médiane, on a bien compris en plus. Oh oui. Juste un point, il y a des expérimentations, comme que vous mentionnez aussi, sur le vote utile. La norme, c'est très exagéré, c'est reste minoritaire, mais ça décide de l'issue du scrutin. Alors, les Uruguayens ont trouvé une parade intéressante, c'est qu'ils votent une seule fois pour l'Assemblée nationale et le Sénat, mais avec une seule voix. Et les 2 modes de scrutin différents. Donc, ce qui est utile dans l'un n'est pas utile dans l'autre. Donc, ça, c'est pas mal aussi comme parade. Bon, pour l'instant, ils ne veulent pas changer, ils trouvent ça bien. Juste sur la question, comment faire pour changer ? En fait, là où c'est passé, il y a deux voies. Soit la lobby des modes de scrutinistes, donc par exemple nous tous, arrive à mettre à l'agenda suffisamment le mode de scrutin comme un enjeu totalement important. Ça, c'est un peu difficile, hein, c'est arrivé dans certains pays, mais peu peuplés. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un peu technique, c'est fastidieux, alors que les effets sont forts, mais on ne le voit pas bien. Et le deuxième, c'est essayer de vendre, par exemple, le jugement majoritaire ou le vote par approbation à un parti qui gagnerait avec ce système et espérer qu'il gagne. Donc, lui, il le changera probablement. Mais ça avait été à moitié le cas, je crois, avec le think tank Terra Nova, qui soutenait DSK à un moment donné, qui avait commencé à penser à ce genre de choses. Bon, ça ne s'est pas fait. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Hein. Mais pour le coup, il y a certains partis qui réfléchissent à ça. Alors, la France Insoumise, par exemple, a mis à son agenda la 6e République avec une réflexion autour des modes de scrutin et des candidats qui s'appelaient les primaires citoyennes,
aussi qui ont mis en place des modes de scrutin alternatifs pour élire leurs représentants à l'élection présidentielle, qui n'a eu que 325 signatures de grands électeurs et donc qui n'a pas pu se présenter au premier tour, mais qui a fait tout un travail là-dessus autour de quel mode de scrutin pour quel élu. Donc nous sommes dans une agora avec plein de citoyens. Donc je vais oser un petit exercice. Qui parmi vous serait prêt à demander un changement de mode de scrutin et prendre le système promu par nos amis mathématiciens? Levez la main si vous seriez prêt à dire « bah ouais, moi je pense que l'histoire de la note, c'est bien ». Donc alors comment on calcule tout ça là? Est-ce qu'on fait, on prend... Là c'est oui ou non, là c'est facile. Voilà. Donc globalement, l'Assemblée exprime quand même, elle serait prête à dire voilà, on note effectivement... On classe les candidats retenus. On pourrait comparer entre le vote par approbation et le jugement majoritaire. Là, peut-être il y aurait plus de complications. Ouais. Ouais. Parce que les systèmes actuels, quand même, on veut tout changer. Ouais. C'est là où on va aller, c'est moins clair. Là. Ouais. On vous a offert. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? C'est le moment. Monsieur, une blague. Dans les endroits où le jugement majoritaire s'est fait, est-ce que le dépouillement se fait facilement? Ça a l'air beaucoup plus compliqué à dépouiller, non? Le gros calcul, c'est celui de la médiane, en fait. Donc, tout est dans la médiane, en fait. Tout est dans la médiane. Je ne suis pas sûr que ce soit nettement plus compliqué. Alors, ce que propose Michel Balinski, qui est à l'origine de cette méthode, c'est de réduire à un maximum de 7 modalités de réponse possibles. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix entre eux pour chaque candidat, excellent, compétent, médiocre, etc. Et avec 7 choix au maximum. Et après, il suffit de comptabiliser l'ensemble des 7 résultats obtenus pour chaque modalité et pour chaque candidat pour en tirer la médiane. Je ne pense pas que ce soit un sacrifice énorme d'un point de vue comptage des votes. Juste, en fait, justement, dans les systèmes irlandais et les systèmes australiens, c'est aussi compliqué. Ils le font quand même. Mais donc, on peut y arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez controversé, mais peut-être c'est bien d'en parler aussi, c'est le vote sur Internet. Aujourd'hui, c'est assez rare, puis les gens se méfient parce qu'on dit sur Internet, on peut manipuler tout. Mais il y a un glorieux pays qui l'a lancé, qui est l'Estonie, depuis 2007. Donc maintenant, ça fait... Alors sur Internet, évidemment, tout le monde a son compte. Donc vous avez vos votes passés et le comptage peut se faire même à tout moment. C'est automatisé, donc ça deviendrait très facile. La question est, tout le monde regarde, enfin tous ceux qui sont renseignés regardent l'Estonie comme un cas. Est-ce que l'Estonie va sombrer dans une dictature? Alors les premières élections, c'est à chaque fois l'opposition qui a gagné, donc c'est bon signe pour l'instant pour dire que c'est fiable. Mais surtout, la participation électorale a augmenté. C'est le seul pays de l'Est qui a augmenté depuis le vote sur Internet, et particulièrement le vote des jeunes. Ce qui est quand même important parce que les jeunes votant si peu, on épargne sur les dépenses d'éducation plus que sur les dépenses, par exemple, de retraite qui les vieux, eux, votent. Donc, c'est un moyen qui va aussi bien servir à compter que pour... Et le fait que les personnes âgées n'aient pas Internet, ça ne joue pas? En fait, je viens de lire un article d'un philosophe juste avant-hier qui montre que la théorie « un homme, une voix », c'est sympa, mais étant donné que chacun doit voter dans la mesure où il est concerné dans une thèse démocratique possible, les jeunes sont plus concernés parce qu'ils ont beaucoup plus d'années à vivre. Et donc, par conséquent, il faudrait surpondérer le vote des jeunes. Donc, s'il y a un système... Aujourd'hui, le jeune, avec notre système d'inscription en liste électorale, il est clairement désavantagé parce qu'il bouge plus que le vieux. Moi, je me suis installé, là, je suis inscrit aux listes électorales, mais j'ai attendu parce que j'étais paresseux. Mais avant, quand j'étais jeune, je ne m'inscrivais jamais, j'allais toujours d'une ville à l'autre. Donc, les jeunes ne votent pas pour ça aussi. Ils sont handicapés, non pas parce qu'ils ne veulent pas voter, mais parce qu'ils sont moins sédentaires. Avec Internet...
Ben, ça compenserait cet effet négatif. Et si on fait que Internet, ce qui n'est pas le cas de l'Estonie, hein, il y a aussi les bureaux de vote, ça donnerait un peu plus de facilité aux jeunes, ce qui, mon philosophe, serait satisfait. C'est pas facile à modéliser tout ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans le temps, les règles du jeu, la jeunesse, c'est complexe. Hein. Là, un petit mot de la fin chacun. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce débat passionnant? Alors, à mon sens, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience récemment du fait de mes études plutôt théoriques, c'est que, en fait, un mode de scrutin, c'est quand même un choix politique énorme. Qu'on en a un peu conscience quand on se demande si on va mettre un peu de proportionnel ou pas, etc. Mais une élection, pour moi, en fait, qui était synonyme de la démocratie, qui était l'élection à 2 tours du président, eh ben, en fait, c'est pas aussi révocable que ça. Et d'autres modes d'élection, beaucoup plus subtils et plus intéressants, si ce n'est pas forcément celui que je vous ai présenté, en tout cas, d'autres modes de scrutin, eh bien, ils pourraient au moins valoir le fait qu'on s'y penche un peu et qu'on y réfléchisse à 2 fois. Quoi. Merci. Raoul? Je sais pas, ça vous a peut-être un peu ennuyé, non? Parce que quand il n'y a pas de questions, en général, c'est que c'est un peu chiant. Non, pas du tout. Ils ont tous levé la main. Ils sont attentifs. Bon, en tout cas, merci d'être là avec cette chaleur. Voilà. Bon. Ben, merci à vous 3. Vous voulez rajouter un petit mot? Non, merci beaucoup. C'est passionnant. Je peux vous dire que vous êtes vraiment pop science, hein, parce que vous apportez de l'intelligence dans des choses d'actualité. Et donc, c'est vraiment... Et que voilà, on peut être sur la critique, l'information. Les chercheurs, ils sont là pour ça. Et on en a besoin dans notre société. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas osé poser de questions dans cette agora, vous les prenez, vous les emmenez au petit food truck breton où il y a de la petite bière bretonne ou des petits cidres bretons et vous continuez. Il n'y a plus de bière. Ah, Raoul, il sait déjà. Là-bas, il y a de la bière. À l'autre food truck, petit cidre, et vous prenez les chercheurs et vous continuez de travailler cette question parce qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Et avant que vous vous leviez, la suite du programme, parce que Pop Science, ça n'est pas encore fini. Donc dans 20 minutes, dans le